Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Nous sommes 24 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Presse In, une émission d'analyse, une émission qui vous donne l'occasion de découvrir, une occasion de comprendre les enjeux globaux de la République démocratique du Congo, de comprendre l'actualité dans son ensemble. Comme d'habitude, je suis accompagné de des journalistes d'investigation, des journalistes qui donnent leurs avis, qui donnent leurs analyses par rapport aux thématiques. Jonathan Makila, bonjour et bienvenue. Bonjour Josué Katika, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour également aux internautes, les amoureux bien sûr de ces programmes Presse In. Très bien. Jules Ngonga, bonjour à vous. Malgré les absences, ça fait très longtemps qu'on a échangé ensemble. Aujourd'hui, justement, vous avez ça fait très longtemps que je ne suis plus sur ces plateaux. Mais je suis dans d'autres choses relatives. Vous nous avez manqué au vos travail. Analyses pertinentes, bien Justement, sûr. vaut mieux tard que jamais. Nous sommes là pour apporter notre analyse par rapport à tous les sujets qui seront débattus sur ces plateaux. Comme d'habitude, nous allons analyser l'actualité dominée par la décision ou comme ça la proposition de Christophe Lutundula qui évoque la question du retrait de la MONUSCO de manière palliative, bien sûr. Et nous allons prendre en compte la demande de Seth Kikouni, la demande d'invalidation de la candidature du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi la hausse comme ça de prix de pompe, donc l'essence, revient à 325 francs. Ce sont donc les thématiques que nous allons analyser, nous allons balloter dans cette émission. Mais j'aimerais commencer avec la proposition de Christophe Lutundula, celle du retrait de la MONUSCO, mais qui débute le 31 décembre. Quel est votre point de vue? Quelle est votre analyse par rapport à ça? D'abord, ce n'est pas la proposition de Christophe Lutundula, c'est la proposition du gouvernement congolais. Porté par Christophe Lutundula, car c'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères, c'est lui le patron de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Exact. Il y a de cela plus de 25 ans, la MONUSCO est sur le sol congolais pour imposer la paix. À la grande surprise de tout le monde, le bilan de la MONUSCO sur le sol congolais est négatif. Et la population de l'Est, de manière générale, est hostile à la mission non seulement de la MONUSCO, mais aussi de l'EAC, la force régionale. Donc, il est grand temps que la MONUSCO puisse plier bagage et rentrer chez lui. Comment expliquez-vous vous êtes venu chez nous pour imposer la paix, pour rétablir la paix dans la partie est du pays, et 25 ans après, il n'y a pas la paix. Si bien qu'en relation internationale, la paix c'est la règle, et plutôt la guerre c'est la règle, et la paix c'est l'exception. Mais quand même, la MONUSCO, les troupes de casques blés de la MONUSCO, c'est l'ensemble de plusieurs pays qui sont venus combattre un seul pays, le Rwanda. Mais j'aimerais poser une question avant que vous avancez. Pourquoi seulement choisir cette date, le 31 décembre 2023? Après, d'ailleurs, je signale les élections en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une autre carte qui se joue? Il n'y a aucune carte qui se joue. Le 31 décembre, parce que le 20 décembre, nous aurons les élections. Nous savons tous que la MONUSCO a longtemps aidé le pays dans les cycles électoraux en 2006, Exactement. 2011, 2018. Et aujourd'hui, en 2023, la MONUSCO va jouer un rôle très important dans le déploiement des kits électoraux. Très bien. Voilà pourquoi on choisit la date du 31 décembre 2023, après l'organisation des élections, si elles auront lieu certainement dans le pays. Mais aussi parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, par rapport à la mission confiée à la MONUSCO, la plus grande mission de l'ONU, se tient souvent en décembre. Voilà pourquoi la question sera traitée au mois de décembre, et ça ne sera pas le départ direct de la MONUSCO, ça sera un départ un retrait progressif, c'est-à-dire ils vont partir graduellement. Les casques blés aussi, les personnels de la MONUSCO vont partir graduellement. Donc un retrait responsable, parce qu'il est grand temps que notre pays assume ses responsabilités, parce que la protection de l'intégrité nationale est le rôle premier du gouvernement congolais et non de la MONUSCO. Jonathan Makila, je suis avec vous. Nous assistons comme ça à la décision, bien sûr, du gouvernement, celle du retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Est-ce une bonne décision pendant ou après les élections
ou c'est justement important que la MONUSCO puisse quitter malgré son échec? Je pense qu'il vaut mieux de prendre comme ça le deuxième volet de votre question. Je pense qu'aujourd'hui, si la MONUSCO doit partir, ce n'est pas une question du gouvernement. Le gouvernement a pris cette décision après la pression intense de nos compatriotes, justement de la partie est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est bien bon. Mais aujourd'hui, on veut à tout prix que la MONUSCO quitte les sols congolais ou les territoires congolais. Mais pourquoi alors on laisse l'EAC? Moi, je pense que l'EAC aussi doit partir. Parce que si la MONUSCO a échoué, l'EAC aujourd'hui ne fait aussi absolument rien. Ce sont des Ouazalendo qui arrivent à faire quand même des prouesses. Et aujourd'hui, ils ont récupéré quelques territoires jadis occupés par les éléments du M23. Moi, je pense que le gouvernement, c'est vrai, c'est une très bonne décision. Après pression, bien sûr, mais une décision incomplète. Pour que celle-ci soit complète, on doit aussi demander ou exiger le départ des éléments de l'EAC. On commence d'abord avec la MONUSCO. On commence avec la MONUSCO, mais je suis aussi, après 25 ans, comme a dit Gilbert Munga. Je suis sceptique à ce sujet parce que chez nous, on commence bien, mais la fin pose toujours problème. Aujourd'hui, on peut nous dire que les 31 décembre, la MONUSCO va partir, mais arrivé les 31 décembre, peut-être ça sera autre chose. C'est ça la RDC, c'est ça. On prend vite les décisions, mais non, on n'arrive pas à les concrétiser, on n'arrive pas à les réaliser. C'est ça aussi le plus grand problème. À ce moment-là, la RDC, je ne sais pas, il y aura un climat un peu compliqué parce que les élections viennent à peine de se dérouler, on attend la publication et autres. Peut-être il y en aura encore une autre communication. Pour dire qu'on attend, encore la publication, on veut d'abord voir ceci, on veut d'abord faire ceci, Makila, avant que la MONUSCO quitte récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déclaré que la question sur le retrait de la MONUSCO serait tablée le 20 décembre. Là, on constate que c'est le début des élections en République démocratique du Congo et le gouvernement parle du 31 décembre. Est-ce qu'il y a une contradiction sur comment dirais-je, la décision ou comment dirais-je, le retrait, bien sûr, de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Déjà, ça c'est quelque chose qui, moi, personnellement, après mes réflexions, j'ai pu déceler. Je pense que les violons ne s'accordent plus entre les gouvernements et la communauté internationale. C'est-à-dire quoi? La MONUSCO, oui, la communauté internationale parle, les Nations Unies parlent, mais sauf que chez nous, on arrive aussi à traiter les sujets selon notre politique interne. C'est ça le problème. Là-bas, chez eux, ils nous disent comme ça qu'ils vont tabler le 20 décembre. Alors que chez nous, on décide comme ça. Le 31, c'est le départ. Donc, moi, je pense qu'on doit se fier à ce que le gouvernement nous dit, mais on doit aussi regarder cela avec beaucoup de réserves. Parce que notre gouvernement manque aussi du sérieux. Notre gouvernement manque du sérieux. Et aujourd'hui, les relations peuvent changer encore entre le pouvoir en place et la communauté internationale. À ce moment-là, vous allez voir que la MONUSCO va encore rester. On vous dira que non, il faut encore une année pour que les choses ou la paix soit réellement restaurée. Et puis, du coup, on verra la MONUSCO va partir. Et si on n'arrive pas à être sage, en tout cas, ça reste d'être comme ça une lettre morte. Gilbert Munga, je reviens. Vous pensez que si aujourd'hui la MONUSCO quitte le sol congolais, la RDC restera comme ça en isolement? Non, pas du tout. D'ailleurs, le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, l'a dit hier lors du briefing que nous avons eu à la RTNC que si la MONUSCO partait demain, cela ne voudrait pas dire que la RDC va vivre en isolation. C'est-à-dire que nous devons continuer à travailler avec d'autres partenaires des Nations Unies parce que la RDC n'est pas une île pour vivre seule. Aucun pays dans le monde peut se développer seul, en tout cas, au vrai sens du terme. Et puis, j'aimerais aussi insister, c'est qu'on ne parle pas du retrait, je dirais, brusque de la MONUSCO. C'est un retrait progressif. La progression, cela voudrait dire que la MONUSCO peut rester encore sur le sol congolais pendant 5 ans. Malgré son échec. Malgré 5 ans. Pendant 5 ans plutôt. Moi, je connais les termes. Voilà, le gouvernement congolais est très fort dans des expressions des termes. On dit retrait progressif, responsable.
et non retrait accéléré. Donc, on Donc, sous-entend une qu'il y a... différence entre retrait progressif et retrait accéléré. Donc, la progression dont on parle peut prendre 5 bonnes années. Donc, ne nous étonnons pas plutôt si nous constatons que les troupes de la MONUSCO restent sur le sol congolais pendant 5 ans. Parce que c'est possible. Vous voyez. Donc, et pour la force régionale, la MONUSCO est venue avant la force régionale. Okay. La force régionale est venue après. Ce n'est que normal que nous commençons par chasser la MONUSCO et après penser comment reconsidérer la mission confiée à la force régionale. Parce que les deux missions ont... Nous allons prendre la dernière question avec la situation de l'Est, enfin, avec le retrait de la MONUSCO. Jonathan Makila, est-ce que le vrai problème de la RDC, qui n'arrive pas à s'imposer et prendre une décision unilatérale sur le retrait de la MONUSCO, serait sa diplomatie? Non seulement sa diplomatie, mais aussi la RDC manque les hommes braves, les courageux. Très bien. Capables de regarder les Occidentaux droit dans les yeux comme ça. C'est ça le problème. Nous sommes un peu lâches, nous sommes un peu peureux. La communauté internationale, tout comme l'Organisation des Nations Unies, ou je ne sais pas trop, les dirigeants forts, les hommes forts de ce monde, n'arrivent pas à bien comprendre le fonctionnement de l'homme congolais. Donc, on change des décisions. Déjà, Christophe Lutundula avait donné comme ça un ultimatum aux éléments du M23 de quitter les territoires congolais ou de laisser comme ça les zones occupées. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, donc, lorsqu'on arrive à tenir des discours pareils, il faut justement se préparer en conséquence. C'est ça. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est un retrait progressif. C'est bien bon, mais vous voulez tromper la population congolaise ou vous voulez tromper la communauté internationale ou vous voulez tromper qui? Okay. S'il faut le faire pour l'intérêt de la nation, pourquoi alors tâtonner? Pourquoi alors rester un peu, je ne sais pas comment, pourquoi cacher les vraies intentions derrière la décision du gouvernement? Non, mais moi, je pense qu'on doit mettre les choses au clair. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'imposer, la diplomatie, on nous a balancé ici, on nous a chanté ici matin, midi, soir, la diplomatie agissante. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont été couronnés, je ne sais pas trop, consacrés, des docteurs honoris, ceci, c'est Kaouza. Parmi les critériums, il y a aussi la diplomatie là-dedans. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que cette fameuse diplomatie nous a apporté ou a changé justement dans la vie des Congolais? C'est ça la bonne question. Okay. Et aujourd'hui, on doit aussi être clair, cher Josué, on doit avoir des hommes forts. Et les hommes forts, ce n'est pas par magie. Cela passe par la préparation. Il faut préparer les gens comme il faut. Christophe Lutundula a longtemps travaillé avec Joseph Kabila, il a longtemps travaillé avec Moïse Katumbi. Et du coup, aujourd'hui, il est nommé... D'ailleurs, il était nommé ministre des Affaires étrangères sous les labels de Moïse Katumbi. C'est vous qui le dites, cher Josué. Il fait bien son travail, mais le résultat... J'aimerais apporter une précision, le travail, c'est le résultat quand même. Une minute, juste par rapport aux dates que vous avez soulevées, par rapport au retrait de la MONUSCO, vous avez dit que les Nations Unies parleraient de 20 décembre et que le gouvernement parle de 31. Hier, lors du briefing que nous avons eu, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a lu un communiqué conjoint signé entre un groupe, n'est-ce pas, de membres du Conseil de sécurité de l'ONU et le gouvernement congolais. Les deux parties se sont mis d'accord pour que cette question soit tablée le 31. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre là-dessus. Okay. Les deux parties parlent le même langage. Le 31 Jonathan décembre, Makila, nous allons prendre la deuxième thématique. Je commence avec vous. Le candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikouni, a déposé comme ça, je crois, une demande d'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi, le président actuel. Est-ce une stratégie de l'opposition pour déstabiliser le régime en place? Ce n'est pas l'opposition qui est derrière cette histoire. C'est une initiative... Bon, je l'ai dit en tant que journaliste, c'est une initiative personnelle de Seth Kikouni. Et Seth Kikouni, c'est un sensationniste. Seth Kikouni, c'est un sensationniste.
allez-y justement sur son compte Twitter, sur sa page Facebook, vous allez comprendre que c'est un sensationniste. C'est quelqu'un qui arrive comme ça à sauter sur le buzz pour se faire un peu connaître. Bon, moi, j'ai trouvé ça... Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Non, mais ce n'est pas à moi de dire s'il a dit la vérité ou pas. Okay. Mais Tshisekedi aujourd'hui est président de la République. Exact. Pour moi, je pense qu'il a proposé ou il avait donné d'ailleurs tous les documents possibles lors justement de sa candidature précédente. En 2018, il avait postulé, non, il avait présenté ses documents. Exact. Si Tshisekedi manquait un document en 2018, Corneille Nangaa allait déjà invalider sa candidature. Mais aujourd'hui, Seth Kikouni veut se faire encore une fois de plus, je ne sais pas trop, connaître ou encore si aujourd'hui on parle de lui, c'est parce qu'il a parlé, il a saisi cette opportunité. Mais avant ça, il y avait des folles rumeurs qui circulaient qu'on va invalider comme ça la candidature de Moïse Katumbi. La CENI a confirmé ou la CENI a déclaré comme ça recevable toutes les 24 candidatures. Et on attend la Cour constitutionnelle. Quand bien même qu'il y a des personnes aussi mal intentionnées qui ont introduit, je ne sais pas trop, des recours pour exiger comme ça l'invalidation de la candidature de Katumbi et de Matata Ponyo. Moi, je pense que mais on accuse le régime d'être derrière cette manigance d'invalidation. On accuse les régimes, oui. Mais qui est derrière cette histoire? C'est l'UDPS, c'est Mbosso, c'est Bemba ou c'est qui? Okay. C'est ça maintenant la question. Parce que moi, je ne vois pas Tshisekedi demander à quelqu'un d'aller introduire un recours pour exiger l'invalidation des Matata Ponyo. C'est ce que je dis. Okay. Donc, ce sont des initiatives personnelles. Et qui, Seth Kikouni sait très bien que cette démarche n'engage pas l'opposition. Okay. Parce qu'en ce net moment, l'opposition n'est pas encore unie. L'opposition regarde d'abord. Okay. On attend la décision de la Cour constitutionnelle. Et à ce moment-là, on pourra peut-être parler d'une candidature commune. Martin Fayulu était clair là-dessus. Et cette démarche entreprise par Seth Kikouni n'engage pas l'opposition. Et il sait très bien pourquoi il a voulu sauter sur cette occasion. Pour lui, c'est une façon de se faire vendre davantage. C'est ce que moi, je trouve comme journaliste. Okay. Voilà pourquoi je les qualifie d'un sensationniste. Ok, Gilbert Ngonga, je suis avec vous sur la deuxième thématique, la demande de Seth Kikouni, la demande de l'invalidation de la candidature du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiée par Seth Kikouni. Gilbert Ngonga, quel est votre point de vue? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Est-ce une stratégie de l'opposition ou de l'opposant Seth Kikouni pour déstabiliser les pouvoirs en place? Pas du tout, comme mon confrère Jonathan Makila venait de le dire, c'est une initiative personnelle. J'ai compris. On applaudit. Il n'a pas voulu être un peu agressif comme d'habitude. Non, il a changé la posture. Non, je vous félicite. Vous avez la parole, je vous félicite. Je le suis toujours, mais on doit réfléchir aussi pour permettre à ce que les auditeurs qui nous suivent comprennent quelque chose. Justement. Vous avez la parole. Écoutez, tout part de la loi électorale promulguée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Exact. Cette loi dit ceci. Un candidat, président de la République, peut contester la candidature d'une autre personne, n'est-ce pas? Donc, la Cour constitutionnelle... D'un autre candidat. Okay. Donc, la Cour constitutionnelle ne peut pas s'autosaisir pour invalider un dossier de candidature déposé par X ou Y personne, candidat de la République. Exact. Président de la République. Voilà pourquoi Seth Kikouni, s'appuyant sur la loi électorale, introduit, n'est-ce pas, cette requête à la Cour constitutionnelle par rapport au nom de Félix Tshisekedi. Parce qu'en 2018, la CENI avait proclamé élu Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Donc il y a une contradiction sur les... Voilà. Là, c'est en 2018. Félix Tshilombo, plutôt Tshisekedi Tshilombo Antoine. Félix Antoine. Et aujourd'hui, Tshisekedi a déposé sa candidature avec un autre nom. Est-ce que ça pose un problème? De 2018.
Est-ce que ça pose un aujourd'hui, il problème? a déposé sa candidature. Le nom qui est inscrit dans Félix la Antoine liste Tshisekedi publiée par Tshilombo. la CENI, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi Tshilombo Félix. Il n'y a pas Antoine. Ok. Ça prouve à suffisance que... C'est pas ça la prouve CENI. à suffisance C'est que... pas la CENI qui est Pas du fautive. tout. S'il vous Ça plaît, prouve à Jonathan Makila. suffisance que c'est deux personnes différentes. La première a postulé en 2018 et la seconde en 2023. D'où il y a un problème sérieux qui se pose sur l'identité du chef de l'État actuel. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'inscription auprès de la CENI? Est-ce que ce n'est pas la CENI C'est ce qui que a... je dis. Voilà. Je ne pense pas que c'est le problème de la CENI. C'est le problème du candidat Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que cela peut créer un problème? Est-ce que si mais c'est Tshisekedi n'ajoute pas l'identité, on nous reconnaît par rapport à notre identité. Mais Antoine est parti où? Il est déjà Antoine est parti où? Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de Tshisekedi Tshilombo Félix dans ce pays. Lui, c'est Antoine. Il devrait mettre Antoine. Mais il faut pendant l'inscription de sa candidature à la présidentielle 2023. C'est là où le bas blesse. Est-ce que cette Kikouni... Bon, c'est une question. J'aimerais d'ailleurs vous poser une question. Vous êtes partisan... Pas du tout. Vous êtes membre de son parti? Je suis journaliste. Non, ok. Je pose une question, j'aimerais une réponse claire. Oui. Est-ce que cette Kikouni n'a pas été utilisée par X pour, comme je l'ai dit, déstabiliser le régime en place? Mais les candidats qui ont introduit, n'est-ce pas, des requêtes pour l'invalidation de la candidature de Matata Ponyo et de Moïse Katumbi ont été utilisés par qui? On dira qu'ils ont été utilisés par le régime actuel. Non, pour dire quoi? Ce sont des initiatives personnelles prises par des candidats, présidents de la République, au regard de la loi électorale publiée par le chef de l'État lui-même. Donc, c'est légal, n'est-ce pas, que cette Kikouni introduise une requête à la Cour constitutionnelle contre Tshisekedi, faute d'identité. Et s'il s'avère qu'il y a une faute comme ça, une erreur dans le vice des formes, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut arriver après? S'il y a une erreur commise de la part de la centrale électorale, elle devrait, n'est-ce pas, mais si c'était une erreur, quelques secondes. Si c'était une erreur, déjà la CENI n'allait pas déclarer recevable la candidature de Félix Tshisekedi. Mais moi, je pense que c'est un faux débat. Okay. Parce que ça a commencé d'abord avec Délice Sanga. Les folles rumeurs ont circulé sur la toile. Heureusement que la cellule de communication de ces Sanga a démenti cette information. Exactement. Et 16h, 17h comme ça, on se rend compte que c'est cette Kikouni. Moi, je pense que cette initiative est partie de ces fake news. Et voilà pourquoi cette Kikouni a voulu sauter ou a voulu saisir cette occasion. Mais pour moi, je pense qu'il a raté encore une fois de plus une occasion de cette heure. Parce que si c'était réel ce qu'il disait là, déjà la CENI, déjà Kadima allait exiger à l'UDPS ou allait exiger à Tshisekedi de se conformer ou encore allait déclarer irrecevable la candidature. Non, mais ce n'est pas comme ça. La loi, voici la procédure en fait. Quand la CENI publie la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle, n'est-ce pas, elle renvoie à la CENI la liste à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a 7 jours pour traiter toutes les préoccupations, les revendications liées aux candidatures, présidentielles. Donc c'est ça la procédure. Actuellement, la CENI ne peut plus se prononcer car elle a déjà déposé la liste à la Cour constitutionnelle. Moi, mais je ne pense pas que... Si c'était une erreur, déjà la CENI allait... C'est prononcé là-dessus avant même la publication ou la déclaration. Donc moi je rassure à l'opinion nationale qu'internationale que ce n'était pas une erreur de la part de la CENI. L'identité, les problèmes de l'identité qui se posent et les problèmes liés étroitement à la personne du président de la République démocratique du Congo. C'était mon erreur. Est-ce que tous les coups sont permis, tout est possible dans ce pays. Peut nous amener peut nous amener jusqu'au point où qu'on puisse prolonger les élections démocratiques du Congo. Mon cher ami, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Et puis, cette Kikouni sait très bien que c'est une bataille où il est déjà perdant.
Et puis, ça ne changera rien. Tshisekedi, la Cour constitutionnelle va confirmer sa candidature. C'est vrai, je ne suis pas juriste et puis je ne suis pas dedans, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'essaie quand même de réfléchir et je sais très bien comment les choses se déroulent ici en République démocratique du Congo. On ne verra jamais la Cour constitutionnelle prendre une décision contraire de ce que la CENI a pris par rapport à la candidature de Félix Tshisekedi. voulait se populariser malgré qu'il est impopulaire. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, si on parle de lui, c'est grâce à cette affaire. Okay. Moi, je l'ai dit tantôt, Seth Kikouni n'a pas le poids de devenir président de la République. Peut-être ministre de la Jeunesse, et ça, je comprends. Mais aujourd'hui, il veut encore se faire vendre à travers cette histoire. Fort. Il a manqué encore ministre une fois de la Jeunesse. De cette... Ça, oui, c'est ça. Mais on ne devient pas président de la République par magie. Mais non, Kabila on est doit se devenu préparer quand même. président en 2001. Il avait 29 ans. Il n'avait pas l'ossature comme ça, je dirais. La population congolaise, déjà. en 2001, la population congolaise n'était pas aussi clairvoyante telle qu'elle est aujourd'hui. Exact. Si c'était le cas, Kabila n'allait pas devenir président de la République. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Permettez de glisser un petit mot sur la thématique mise sous étude. Vous pensez que Seth Kikouni ne peut pas diriger ce pays? Moi, je pense que Seth Kikouni a les profils qu'il faut pour diriger la République démocratique du Congo. Okay. L'autre fois, je l'ai dit sur ce plateau, je me souviens que les États ont été créés par des hommes d'affaires, par des entrepreneurs. Ce sont eux qui ont créé l'État. Exact. Et par conséquent, jeune qu'il est, intelligent qu'il est, il peut diriger ces pays. Vous voyez, qui aurait cru que Tshisekedi Tshilombo allait être proclamé élu président de la République, alors qu'en 2018, le nom de Martin Fayoulou, le nom de Martin Fayoulou était sur les lèvres de tous les Congolais. Félix avait l'impact partout. Tshisekedi d'avant les élections et d'après, c'est deux personnes différentes. Ça, on le sait. Tshisekedi est connu, n'est-ce pas, pendant qu'il a déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Avant, il était un peu connu, mais il a eu une grande notoriété après qu'il soit proclamé élu président de la République. Il y a des gens qui étaient étonnés de savoir qui est Tshisekedi. Il y a des gens qui confondaient Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Quelle différence faites-vous entre Seth Kikouni de 2018 et Seth Kikouni de 2023? C'est une personne constante qui reste droit sur ses décisions, opiniâtre. C'est quelqu'un qui veut travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc, aucune différence. Sauf qu'aujourd'hui, Kikouni est en train d'entreprendre des actions concrètes pour l'intérêt de la population congolaise. Vous voyez? Donc, je pense que Seth Kikouni a les profils qu'il faut pour diriger la République démocratique du Congo. Prenons donc la hausse des prix de la pompe. Donc, le litre d'essence revient à 325 francs congolais à l'ouest. Au nord, c'est à 3970 francs congolais. Gilbert Ngonga, comment expliquer la hausse des prix de l'essence? À l'ouest, 325 francs. Au nord, 3970 francs congolais. Il y a aussi les problèmes de transport des carburants qui se posent par rapport à cette hausse de prix du carburant à la pompe. J'ai lu le communiqué signé par les DIRCAB, des VPM de l'économie, Vital Kamerhe, qui a indiqué qu'un compromis a été trouvé entre les pétroliers et le ministère de l'économie par rapport à la hausse du prix du carburant à la pompe. Donc, ce n'est que normal. Puisqu'ils ont trouvé un compromis, qu'ils respectent les compromis trouvés. Maintenant, là, les problèmes qui se posent, c'est les problèmes de hausse du prix du transport. Parce que quand le prix du carburant est revu à la hausse, les chauffeurs, les conducteurs, de manière générale, vont aussi revoir les prix du transport. Exactement. Maintenant, là, il y a un problème aussi du respect de la grille tarifaire publiée par le gouverneur de Kinshasa, Chantini Ngobila. S'il faut rester seulement à Kinshasa, parce qu'il y avait une grille tarifaire publiée par le gouvernorat provincial de Kinshasa. Est-ce que cette grille tarifaire a été en son temps respectée par le conducteur ou non? La réponse, elle est simple. La grille tarifaire publiée par le gouvernorat provincial de Kinshasa n'a jamais été respectée jusqu'à maintenant. Maintenant, à ce stade, il y a hausse des prix du carburant à la pompe. Cette grille tarifaire qui n'était pas respectée d'ailleurs, elle sera encore revue à la hausse. Vous allez voir, les gens vont dépenser 2000 francs, 3000 francs, surtout quand il pleut, parce qu'avec le comportement de nos chauffeurs, les transports varient d'une commune à une autre, d'un climat à un autre. Ça varie, je ne sais pas, par rapport aux intempéries, je l'ai dit déjà, par rapport aux humeurs même.
de la personne par rapport, s'il fait trop chaud, on augmente les transports. Quand il fait froid, en tout cas, les transports est normal. Quand il y a embouteillage, comme si la distance était élargie, quand il y a embouteillage, les transports est revu à la hausse. Quand il n'y a plus embouteillage, le transport est revu à la baisse. Donc, il y a un problème de respect des lois du pays. Mais comment la population va recevoir cette nouvelle, cette information de hausse de prix des La population ne peut que mal recevoir cette nouvelle parce que c'est nous qui allons payer les pots cassés, c'est nous qui allons payer autant d'argent aux conducteurs, aux montards, aux chauffeurs. C'est quoi la nécessité d'augmenter comme ça le prix des carburants? Et la population bénéficierait en quoi? Et quel est l'intérêt de la population dans cette comment dirais-je, augmentation du prix des carburants? En tout cas, que je sache, la population n'a aucun intérêt quand le carburant quand le prix du carburant est revu à la hausse. Quelqu'un qui payait 500 francs pour une distance bien précise, demain elle va payer 1000 francs, 1500, ça sera à sa défaveur, n'est-ce pas? Par conséquent, nous n'avons aucun intérêt de constater que les prix du transport et les prix du carburant plutôt est revu à la hausse. Jonathan Makila, je suis avec vous. Quelle est la cause de l'augmentation du prix du carburant? Les auditeurs qui vous suivent, on nous dira que c'est la crise mondiale, c'est ce que l'on va nous dire. Mais moi, je me pose la question si c'est le cas aussi en Angola. Parce que là-bas aussi... Et pourquoi seulement à l'ouest et au nord? C'est ce que j'ai dit, on nous dira que c'est la crise mondiale. Mais moi, je pense que c'est simple. Votre question mérite aussi une réponse simple, c'est-à-dire lorsque vous prenez un secteur aussi stratégique, vous donnez ça à un incompétent, Didier Boudimou, voilà les résultats. Je savais. Voilà les résultats. Mais quelqu'un qui a fait une semaine pour apprendre comment les hydrocarbures il a appris sur l'État. Il a appris après avoir été Mais il est entouré nommé. des personnes intelligentes qui savent, qui maîtrisent le secteur. Des mêmes personnes qui l'ont induit en erreur. Il a mis en vente les blocs gaziers et pétroliers qui achètent. Et je rappelle que le prix, c'est le VPM Vital Kamere qui a fixé dans une réunion avec les hommes d'affaires, avec les opérateurs. Encore une personne qui effraie la population congolaise, qui énerve la population congolaise. Vital Kamere. Comment ça? Ces noms-là énervent la population congolaise. C'est une tête, non? Il était chassé dernièrement chez lui, là-bas, à Ouvira, je pense. Il était chassé. Chassé chez lui. La population a scandé des chansons hostiles. Mais je vous dis la vérité. Soyez quand même courtois. Kamere n'a pas été chassé. Monsieur, je vous dis, si nous étions dans un pays sérieux, Kamere allait être en prison. Et aujourd'hui, s'il est libre comme ça, il allait se cacher. Il allait se camoufler. Mais non, mais Kamere est devenu impropre. Le nom Kamere aujourd'hui n'est plus buvable et n'est plus consommable. Il est devenu impropre. Ça, c'est clair, il faut le dire comme ça. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez les prix variés comme ça, les prix, je ne sais pas trop, des premières nécessités et autres. D'ailleurs, nous sommes au mois d'octobre, bientôt les mois de novembre et les mois de décembre. Donc la flambée des prix, là déjà, c'est quelque chose que tout Congolais, que tout Quinois sait très bien que le mois de décembre, il y a toujours une variation. Est-ce que cette décision défavorise comme ça les chefs de l'État quelques mois des élections? Mais c'est en défaveur du président de la République. À quelques jours des élections, à quelques jours du début de la campagne électorale. C'est en défaveur de Tshisekedi. Ça, c'est quelque chose que l'on doit dire. Et Gilbert a parlé ici de Gentini Ngobila. Il doit fixer la grille, il doit afficher la grille tarifaire. La grille tarifaire, ouais. Laissez Ngobila tranquille. Ngobila ne connaît absolument rien. Oh non, il faut retirer d'abord, s'il vous plaît. Non, je ne retire pas. Il ne connaît absolument rien concernant les transports. Ngobila, aujourd'hui, si vous regardez Kinshasa, vous allez comparer Kinshasa avec, par exemple, comment dirais-je, Paris. Kinshasa aujourd'hui est devenu Kinshasa label. Kinshasa na biso. On a Paris. Kinshasa na biso. Ba venu nia ba grande route commence à Non, écoutez. Botali Kinshasa comme propre. Gentili Ngobila Zaka incompétent. Il a lamentablement échoué Ngobila. Il n'a rien fait dans ce pays. La capitale n'est pas gouvernée, n'est pas dirigée. En tout cas, il y a des nids de poules partout. Quand il y a la pluie, c'est le bon temps, mais ici c'est le contraire. Mon cher, nous ne sommes pas contre nos dirigeants. Et personne ne veut devenir gouverneur de la ville. Personne ne veut devenir ministre ou président de la République. Déjà, dans ma casquette de journaliste, je me sens très à l'aise.
Mais le problème ici, on veut que les pays soient gérés, on veut que les pays soient gouvernés, on veut que la population se retrouve, cher ami. Il a plu ce matin. Dessous d'autres cieux, on dit après la pluie vient le beau temps. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à Kinshasa? Vous pouvez sillonner la ville en babouche aujourd'hui après la pluie. Et vous voulez nous dire que Ngobila gère la ville? Ou Ngobila va fixer comme ça la grille tarifaire concernant le prix des transports. Mais je vous dis la vérité, les receveurs ici, Babel est là, 100 francs, 200 francs. Est-ce que Ngobila d'abord connaît ces jargons signifient quoi? 100 francs, 200 francs. Mais c'est lui le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, si on nous parle comme ça de la hausse du prix du carburant, mais moi je pense que c'est la population qui va justement souffrir encore une fois de plus. Déjà au mois de décembre, les transports est très compliqué, très bizarre parce que chacun veut justement arriver au niveau du marché central pour acheter de nouveaux vêtements pour ses enfants et autres. Mais les transports risquent encore une fois de plus jouer comme ça en défaveur de Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Pourquoi ne pas stabiliser le prix du transport pour permettre à la population de se déplacer correctement sans se plaindre, même si vous avez 2000 francs, vous pouvez sillonner, vous pouvez vous déplacer et rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, avec 2000 francs, ça sera carrément difficile. Mais c'est ce que Ngobila a commencé à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grille tarifaire publiée par le gouvernorat provincial dirigé par Jean-Tini Ngobila. Cette grille tarifaire n'est pas respectée. N'était pas respectée et n'est pas respectée jusqu'à maintenant. Donc, d'une part, on constate au moins une petite volonté de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa de publier une grille tarifaire pour stabiliser les prix des transports sur l'ensemble de la capitale de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre part, il y a un problème de suivi qui se pose. Parce que quand il y a une loi, il faut que cette loi soit respectée. Quand la loi n'est pas respectée, c'est-à-dire que la personne qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, n'est pas forte. Parce qu'il faut s'imposer. Il y a la police pour faire appliquer la loi aussi. Vous voyez? Donc, il y a un problème aussi de conducteurs, n'est-ce pas, de Kinshasa, qui augmentent le prix des transports d'après leurs humeurs. Ce sont aussi les problèmes. On ne peut pas tout ramener à Ngobila. Je sais que Ngobila. Je finis par là. Je sais que Ngobila a lamentablement échoué dans sa gestion de la ville de Kinshasa. Mais au moins, je reconnais que Ngobila avait publié une grille tarifaire qui n'est pas respectée. Maintenant, quand la grille tarifaire n'est pas respectée, à qui revient la grosse responsabilité? Mais à ce Ngobila-là. Voilà pourquoi je rentre toujours à Ngobila. Donc, les chauffeurs aussi doivent apprendre à respecter la grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial. Le prix a été fixé par le VPM de l'économie, Vital Kamere. Mais comment vous accusez Ngobila? Non, mais c'est comment on les appelle comment les oiseaux de même plumage. Et Kamere et Ngobila, pour moi, je trouve qu'en tout cas, la population doit sanctionner les ventes. C'est Kamere qui devrait prendre des décisions. Kamere a pris les décisions sur le plan national. Mais Ngobila est là sur le plan provincial. C'est lui qui gère la ville de Kinshasa. Et puis il n'est pas le seul. Il est là avec son ministre des Transports aussi, je pense, transport Amos Mbukuso ou quelque chose pareil. Mais si le chauffeur n'obtempère pas, si les chauffeurs n'arrivent pas à faire ce que la loi demande. Est-ce qu'il y a aussi un problème de suivi, comme a dit Gilbert Ngonga? Non seulement un problème de suivi, mais un problème de sanction. Il faut aussi sanctionner. Sanctionner les chauffeurs? Oui. Ils sont tellement têtus, ils sont tellement capricieux, ils sont tellement, je ne sais pas, insolents et abrutis par moment, les conducteurs des transports en commun ici à Kinshasa. Et il faut appliquer aussi la loi dans toute sa rigueur. C'est ça. Lorsqu'on arrête un chauffeur, lorsqu'on condamne un chauffeur, qu'il arrive comme ça à subir sa peine. Comme ça va servir d'exemple aux autres chauffeurs. Mais chez nous à Kinshasa, qu'est-ce que l'on remarque? Les policiers de circulation routière sont là. Et le chauffeur arrive avec le phénomène demi-terrain et puis le prix exorbitant. Mais ils ne disent rien, il ne faut absolument rien. Par moment, les chargeurs, ces gens-là qu'on appelle autrement les chargeurs, ils travaillent au nom de l'ASECO. L'ASECO, c'est l'association des chauffeurs des Congolais. Exact. Et l'ASECO travaille en connivence avec l'hôtel de ville. Mais ces gens-là arrivent aussi à influencer les chauffeurs à augmenter les prix.
sous les yeux ou encore sous la barbe impuissante de l'hôtel de ville. Donc moi aujourd'hui, si je suis ici, c'est pas pour attaquer Jean-Tony Ngobila. D'ailleurs, il est considéré comme un roi dans son parti politique. Là au moins, il fournit quand même pas mal d'efforts pour que son parti reste toujours compté parmi les meilleurs partis de la ville-province de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. Mais cela ne suffit pas. Okay. Cela ne suffit pas. Il doit travailler. Et aujourd'hui, lui et Godin Poy, Dupont et Dupont. L'autre a volé, il commence à chanter Nyokana Moyibi na Teya Nani et les fidèles répondent Teya Moyibi Tika Nyoka. Vous voyez comment la ville est gérée. Votre dernier mot, nous sommes déjà à la fin. Les gens qui nous gèrent aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. On a du mal aujourd'hui à respecter ou à considérer nos dirigeants parce qu'ils ne sont pas exemplaires. Nous sommes déjà à la fin. Jules Bangonga, votre dernier mot. Dernier mot, je dirais grosse force, n'est-ce pas, aux patriotes Ouazalendo qui combattent le rebelle 1-23 dans l'est du pays. Et je pense que nous allons récupérer Bunagana pour organiser les élections sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Jonathan Makila, nous sommes à la fin déjà. Votre dernier mot. Je dirais à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment, en tout cas, si on arrive à donner notre voix, si on arrive à parler à haute voix, si on arrive à parler telles que les choses, à dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas, c'est parce que nous avons cette obligation, nous avons cet engagement d'éveiller la conscience beaucoup plus juvénile. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes ne sont pas conscients, en tout cas, la République va toujours rester dans cet état. Pour que les choses changent, on doit avoir une jeunesse consciente. Voilà pourquoi on doit sanctionner le 20 décembre, en tout cas les jeunes. Vous devriez sanctionner les faux dirigeants. Nous sommes à la fin de notre émission. Restez branchés sur 107.6 iWeb. Au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.